Dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment les outils de la symétrie moléculaire peuvent être appliqués pour construire des diagrammes d'orbital moléculaire. Et nous allons nous intéresser maintenant au diagramme d'orbital moléculaire de H2O que nous avions vu dans une vidéo précédente. Donc, la molécule d'eau appartient au groupe ponctuel de symétrie C2V. Et comme précédemment, j'indique ici les orbitales atomiques que nous utiliserons pour construire le diagramme d'OM de H2O. La molécule d'eau appartenant au groupe C2V, je prends la table de caractères de ce groupe ponctuel de symétrie. Donc cet ensemble de données constitue mes données de départ pour construire mon diagramme d'orbital moléculaire. La première étape pour réaliser un diagramme d'orbital moléculaire à partir de maintenant sera de construire le caractère de la représentation réductible de mon système. Donc je rappelle, le caractère de la représentation réductible correspond à l'ensemble des traces des matrices exprimées dans la base des orbitales atomiques avec lesquelles nous travaillons. Donc, soit je peux, comme je l'ai fait précédemment, reconstruire entièrement la matrice pour ensuite prendre la trace, ou alors je sais que la trace, c'est la somme des éléments diagonaux, et donc je n'ai à considérer dans ma tête que ces éléments diagonaux. Et les éléments diagonaux correspondent, en tout cas peuvent être trouvés en réfléchissant, en pensant à la manière dont se transforme l'élément considéré. Donc il y a quatre possibilités. Soit l'élément se transforme en lui-même, et dans ce cas-là, le caractère sera 1. Soit il se transforme en son opposé, donc dans ce cas-là, le caractère sera -1. Soit il se transforme en un autre élément de la base, dans ce cas-là, le caractère sera 0. Ou alors, comme nous le verrons pour le diagramme d'OM de NH3, il peut se transformer en une combinaison linéaire d'autres éléments de la base. Donc je vais travailler comme ça. Je réalise un tableau tel qu'il vous est montré ici, et je vais prendre chaque élément de la base et voir comment il se transforme par les différentes opérations de symétrie du groupe considéré. Donc dans le GPS C2V, j'ai 4 classes d'opérations, et chaque classe contient simplement une opération de symétrie. Donc comment l'orbital 2s se transforme si je lui applique l'identité? Eh bien, elle se transforme en elle-même, elle reste inchangée. Donc, j'ai un caractère 1. Idem pour la 2px, la 2py, la 2pz, la 1s de 1, la 1s de 2. Donc, l'identité laisse tous les éléments inchangés. Donc, j'ai des 1 partout. Maintenant, je regarde comment ces éléments sont modifiés par l'application de C2E1. Donc, la 2s, qui est placée, donc je rappelle, l'axe C2 est ici. Et donc l'orbital 2s est confondu avec cet axe. Donc quand j'applique la rotation de 180 degrés, la 2s reste inchangée. La 2px se retrouve transformée en son inverse. De même pour la 2py. La 2pz est confondue avec l'axe, par conséquent elle reste inchangée. La 1s de l'atome 1 se transforme en la 1s de l'atome 2. Par conséquent, c'est un 0. Et ici aussi, c'est un 0. Maintenant, j'applique le plan XZ, c'est-à-dire ce plan-là. La 2S reste inchangée. La PX est contenue dans le plan, donc reste inchangée. La 2PY se transforme en son inverse. La 2PZ reste inchangée puisqu'elle est confondue avec l'axe. Et les S, la 1S de 1 se retrouve transformée en la 1S de 2 et vice-versa pour la deuxième, donc 0, 0. Et enfin, le dernier plan, le second plan, c'est le plan de la diapositive. La 2S est dans le plan, donc reste inchangée. La 2PX se transforme en son inverse. La 2PY est contenue dans le plan, donc reste inchangée. La 2PZ reste inchangée. Et cette fois, les orbitales 1s sont dans le plan, donc restent inchangées. Donc, ces caractères, ce sont les mêmes que nous avions obtenus dans une des vidéos précédentes,
quand nous avions construit entièrement les matrices et qu'ensuite nous avions isolé les éléments diagonaux. Donc ces éléments diagonaux, on peut les retrouver comme je viens de le faire, simplement en réfléchissant à la manière dont chaque élément se transforme. Et ensuite, pour avoir le caractère de la représentation, ce sont les traces des 4 matrices, donc la somme des éléments que je viens d'écrire. Et donc voici la trace. Donc c'est simplement la somme, encore une fois, des nombres que je viens de déterminer. Donc le caractère de la représentation, ici, c'est 6, 0, 2, 4, qui correspond à ce que nous avions trouvé précédemment dans une des vidéos précédentes. Ce qui va changer maintenant, c'est que je vais devoir, ce qui va m'intéresser, c'est de déterminer la décomposition de ce caractère, du caractère de la représentation, en somme de RI, sans avoir a priori d'idée sur quel élément à quelle représentation irréductible. Donc ça, je m'en fiche. Donc je ne cherche pas à déterminer encore quel élément de la base à quel RI. Ce que je veux, c'est décomposer la représentation réductible en somme de RI, sans a priori sur le résultat. Donc le caractère de la représentation doit être décomposé en une somme de RI. Chose extrêmement importante, il existe un théorème qu'on appelle le GTO, grand théorème d'orthogonalité, qui nous dit que cette décomposition, elle est unique. Par conséquent, si j'en trouve une, c'est la seule qui existe. Il n'en existe pas deux. Et de cette unicité, on peut tirer un théorème, une formule de décomposition que l'on va appliquer à chaque RI et qui va nous permettre de déterminer quel est le coefficient, quel est l'entier correspondant à la RI dans la combinaison linéaire. Donc NI ici, c'est l'entier associé à la RI dans la combinaison linéaire. G, c'est le nombre d'opérations de symétrie dans le groupe considéré. Donc ici, c'est 4. Et donc ensuite, je fais une somme sur toutes ces opérations de symétrie. Donc je dis bien sur les opérations et pas sur les éléments. Et ensuite, nous avons ces deux termes. Donc RK désigne une opération de symétrie. Et donc la somme se fait bien sur K, donc sur ces opérations de symétrie. Qui de RK, ici, c'est le caractère de l'élément de symétrie, de l'opération de symétrie dans la représentation réductible. Au contraire, qui I de RK, c'est le caractère de l'opération de symétrie dans la RI que l'on considère ici. Donc pour mettre en œuvre cette formule, je vais déjà l'appliquer. Je vais l'appliquer une première fois pour déterminer le coefficient NI correspondant à la RI, la représentation irréductible A1. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Dans la formule précédente, j'ai fait une somme sur les opérations de symétrie. On peut faire également une somme sur les classes. D'accord ? Lorsqu'une colonne de la table de caractères décrit plusieurs opérations de symétrie, les représentations irréductibles et les caractères seront les mêmes pour toutes les opérations de symétrie. Donc au lieu de faire une somme sur les opérations de symétrie, on peut faire une somme sur les classes. Mais dans ce cas-là, on doit faire apparaître ici, on doit multiplier par le nombre d'opérations de symétrie dans la classe, c'est-à-dire dans la colonne. Donc ici, chaque colonne ne possède qu'une seule opération de symétrie, donc ce G de K est égal à 1 dans tous les cas, mais ce ne sera pas le cas pour le diagramme d'OM de NH3, donc nous pourrons appliquer ça plus en détail sur NH3. Donc, j'applique cette formule dans le cas de la RI A1. Donc ici, je divise 1 sur 4. 4, c'est G. C'est le nombre d'opérations pour ce groupe ponctuel de symétrie. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 opérations de symétrie. Ensuite, j'ai une somme de 4 termes. 1, 2, 3, 4. J'ai une somme de 4 termes parce que je fais la somme sur les colonnes de la table de caractères. Et donc, j'ai 4 colonnes ici.
Une pour E, une pour C2, une pour un plan et une pour l'autre plan. Pour la première opération de symétrie, c'est-à-dire l'identité, vous voyez que le caractère de l'identité dans la représentation réductible, c'est 6. Ce 6, c'est cet élément-là. Le caractère de l'identité pour la RI à 1, c'est 1. Donc j'ai 6 fois 1. Même chose maintenant pour C2. Pour C2, le caractère de C2 dans la représentation réductible, c'est 0. C'est le chiffre qui est ici. Fois le caractère de C2 dans la RI à 1, qui est 1, qu'on retrouve ici, et ainsi de suite. Pour le premier plan, vous avez le 2 ici, qui est ce 2-là. Et pour le dernier plan, le 4 ici, qui se retrouve là. Et le 1 et 1 ici, ce sont ces deux caractères. Et on trouve 3. C'est-à-dire que lorsque l'on va décomposer la représentation réductible en somme de RI, le coefficient de la combinaison linéaire associée à 1 sera 3. Il suffit d'appliquer cette formule pour toutes les RI du groupe considéré, donc ici C2V, et on trouve les coefficients associés à chaque élément. Et donc, la décomposition en somme de RI pour la molécule d'eau dans la base choisie des orbitales atomiques indiquées ici, c'est 1B1 plus 2B2 plus 3A1. Je ne sais pas quel élément est associé à quel RI, mais je sais que j'ai ces RI là. Donc, les RI B1, B2 et A1 sont toutes de dimension 1, c'est-à-dire qu'elles décrivent chacune un élément. Donc, si je fais la somme 1 plus 2 plus 3, j'ai 6, qui est bien la dimension de mon problème. Donc, la somme des dimensions des RI doit nous permettre de retrouver la dimension du problème, ici 6. Donc, ma décomposition, a priori, est exacte. Donc, cette décomposition en somme de RI est fondamentale lorsque l'on aborde un nouveau problème. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, il faut que j'associe ces RI aux éléments de ma base. Donc, comment je fais ça? L'oxygène est placé sur le point invariant du GPS. En effet, l'oxygène est placé au croisement de l'axe C2, de ce plan de symétrie et de ce plan de symétrie. Donc, il est sur un point invariant du GPS. Par conséquent, je peux utiliser cette colonne de la table de caractères. Comment? Eh bien, je sais que l'orbital PZ de cet atome aura pour RI A1. Je sais que l'orbital PX de cet atome aura pour RI B1. Je sais que l'orbital PY de cet atome aura pour RI B2. Donc, je rappelle, je l'ai dit précédemment, mais dire que l'orbital PY a pour RI B2, ça revient à dire que PY a pour symétrie B2, ça veut dire que si je lui applique l'identité, elle reste inchangée. Si je lui applique C2, elle se transforme en son inverse. Si je lui applique le premier plan, elle se transforme en son inverse. Et si j'applique le deuxième plan, c'est-à-dire le dernier élément, elle reste inchangée. C'est ça, dire que PY a une symétrie B2. Donc, en utilisant la table, je peux déjà dire que ici, je suis sur du B1, B2, A1. L'orbital 2s de l'oxygène, c'est une sphère placée sur un point invariant. Une sphère est totalement symétrique. Donc, elle est forcément de symétrie A1. Et donc, il me reste deux éléments. D'accord? Donc, ce sont deux orbitales
provenant d'une combinaison linéaire des orbitales 1s de ma base qui doivent avoir la symétrie de mon problème. Et je connais la symétrie de ces deux orbitales, puisque, regardez, si vous regardez ici, vous avez 2A1 plus B1 plus B2. Ce qui veut dire qu'ici, au niveau des orbitales 1s, il vous reste un élément de symétrie A1 plus un élément de symétrie B2. Et si on regarde la forme de ces deux fonctions, il apparaît évident que la fonction qui a une symétrie A1, c'est l'alliante. Celle qui a la symétrie B2, c'est l'antiliante. Donc nous avons ici un A1 et ici un B2. Voilà. Donc nous connaissons maintenant les propriétés de symétrie de chacun de nos éléments de base. Et grâce à ça, nous allons pouvoir réaliser notre diagramme d'orbital moléculaire. Donc comme précédemment, ça ne change pas, je place mes orbitales de départ sur mon axe d'énergie à partir des données d'énergie fournies dans les données. Ce qui change maintenant, c'est que pour chaque élément de départ, chaque orbital atomique ou chaque orbital de fragment, je lui associe sa symétrie, sa RI. B1, B2, A1, A1, A1 et B2. Donc je vois que j'ai un élément de symétrie B1 seul. Il n'y a pas d'autre élément de symétrie B1. Puisque aucun autre élément n'a la même symétrie, cet élément-là, la 2px, n'interagira avec personne. Je vois que j'ai deux éléments de symétrie B2, un porté par un fragment, l'autre porté par l'autre fragment. Ces éléments ont même symétrie, donc ils vont pouvoir interagir ensemble. Enfin, j'ai trois éléments de symétrie A1. Et donc, trois éléments de symétrie A1 veut dire que je vais avoir une interaction à trois orbitales. Donc, précédemment, puisque nous n'avions pas les outils de la symétrie moléculaire, ce que nous faisions, c'est on cherchait un plan ou deux plans de symétrie pour essayer de déterminer quelles OA, quelles orbitales de fragments pouvaient interagir ou ne pas interagir avec les autres. Maintenant, avec les outils de la symétrie moléculaire, CRI nous disent exactement quelle est la symétrie de telle orbitale, de telle ou telle orbitale, et par conséquent, on voit clairement que deux orbitales qui n'ont pas la même RI ne peuvent pas interagir ensemble. Elles ont un recouvrement nul. Deux orbitales qui ont les mêmes RI pourront, elles, interagir ensemble. Et donc, on peut faire le diagramme tel qu'on l'a fait précédemment. Dernier point ici important, deux orbitales qui ont la même RI peuvent interagir ensemble et vont générer des OM qui ont elles aussi la même RI. C'est-à-dire deux orbitales de départ qui interagissent avec une symétrie A1 vont former des OM de symétrie A1. C'est pourquoi les trois orbitales générées par l'interaction A3, c'est-à-dire celle du bas, celle du haut et la non liante au milieu, sont toutes de symétrie A1, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une RI A1. Et donc on les nomme 1A1, 2A1 et 3A1. Donc, comme précédemment, on nomme les OM à partir de leurs propriétés de symétrie. Mais maintenant que nous avons un outil précis pour décrire ces propriétés de symétrie, la nomenclature se fait au travers des RI. L'orbitale qui n'interagit avec personne, elle est de symétrie B1, donc on la nomme 1B1. Et les deux dernières, qui proviennent de l'interaction à deux orbitales entre les orbitales de symétrie B2, seront nommées 1B2 et 2B2. Donc on retrouve encore une fois exactement le diagramme précédent. Donc, point important, lorsqu'on va faire des diagrammes d'OM et se servir des outils de symétrie moléculaire, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le système d'axe et l'orientation du système d'axe que l'on va utiliser et comment on place la molécule par rapport à ce système d'axe. Donc la molécule, ici, je l'ai placée dans le plan YZ. Rien ne m'aurait interdit de la placer dans le plan XZ. Donc on a une convention à laquelle il ne faudra pas déroger, c'est que l'axe Z est orienté selon l'axe de plus grand ordre. Donc à partir du moment où on se fixe ça, on a deux possibilités. Soit la molécule est dans XZ, soit elle est dans YZ. Donc là, j'ai fait tout le travail en plaçant la molécule dans YZ. Mais si j'inverse les axes, qu'est-ce qui se passe? Si j'inverse les axes,
nous allons avoir une inversion ici de la RI, de l'antiliante de H2. Et donc maintenant, l'interaction à deux orbitales ne se fait pas entre les orbitales de symétrie B2, mais entre des orbitales de symétrie B1. Et donc maintenant, ce ne sera plus la PY qui va interagir, mais bien la PX. Le diagramme reste inchangé, si ce n'est que l'orbitale non liante est maintenant de symétrie B2 et les orbitales générées par l'interaction sont de symétrie B1. Donc en fait, changer les axes X et Y revient à intervertir les RI B1 et B2. Le résultat est le même, donc il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il faut juste faire attention d'être cohérent par rapport à l'orientation choisie au début du problème. Et donc voilà comment utiliser la symétrie moléculaire pour réaliser un diagramme d'orbitale moléculaire.